Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur le serveur avec le Raspberry Pi et installer un VPN dessus. À quoi sert un VPN? C'est très simple. Quand vous êtes à l'extérieur, avec votre téléphone ou votre PC, vous connectez à un Wi-Fi public. Le problème du Wi-Fi public, vous ne savez pas qu'on va faire de vos données, puisque un sort de la borne Wi-Fi et on ne sort pas d'un truc qu'on connaît sécurisé. Euh, vous allez me dire, oui, mais il suffit de se payer un VPN, sponsor VPN quelconque. Euh, mais le problème de ces VPN, c'est pareil. On va sortir, ok, on va sortir à Paris et on passera par un VPN, on passera plus par le Wi-Fi, donc on passera dans un tunnel chiffré, donc théoriquement on risque rien. Le problème, il faut bien sortir quelque part. Donc on va sortir directement à l'endroit où, imaginons, on prend un VPN, on sort à Paris, mais le problème du VPN, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le serveur du flux? Ils peuvent se mettre au milieu, intercepter les données et faire une attaque type man in the middle qui permet d'intercepter des données à la volée. Donc le plus sûr, c'est d'être chez soi et d'utiliser sa connexion Internet de chez soi. Donc, et c'est là qu'intervient notre VPN, puisqu'on va créer avec le Raspberry Pi un serveur VPN. Quand on sera à l'extérieur, on se connectera à notre maison. Et c'est comme si on était toujours chez nous quand on sort, quand on va surfer quelque part sur le site de la banque, par exemple. Le site de la banque, c'est vraiment l'endroit où il faut être le plus sécurisé possible et pas passer par des intermédiaires. C'est pour ça qu'en sortant de la maison, ça risque beaucoup moins. Le problème, on a une IP dynamique, c'est-à-dire que je vous ai expliqué que les IP, c'est un peu l'adresse, une adresse postale, voilà, de votre serveur, de votre PC. Le problème, c'est que là, on est sur une IP qui va nous servir à aller sur Internet, c'est l'IP de la box, en gros. On obtient une IP Internet, et c'est grâce à cette IP que de l'extérieur, on peut connecter notre maison. Le problème, c'est que si on débranche la box et qu'on la rebranche, l'IP va changer. On n'a pas une IP fixe, on a une IP dite dynamique. Chez Free, il y a une option, IP fixe, donc là, il n'y a pas de problème. Si vous débranchez la box et vous rebranchez la box, vous aurez toujours la même IP si vous avez pris cette option qui est gratuite d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est de passer par un service. Par exemple, ici, DuckDNS, parce que DuckDNS, il y en a plein d'autres, mais c'est que celui-là est très facile à faire fonctionner. DuckDNS, il va nous créer un petit domaine, par exemple, je sais pas, clank.duckdns.org. Et quand on se connectera dessus, on n'aura rien, il nous donnera notre IP. En gros, c'est ça, on aura l'IP de notre maison. Bien sûr, si on reboot la box, il faut que le Raspberry Pi aille chez DuckDNS et mette à jour la nouvelle IP de la box. Donc je vous explique comment ça marche, c'est très très facile. On peut se connecter avec Twitter, avec GitHub ou avec Google. Les deux autres, ils sont désactivés, le Reddit. Donc il suffit de cliquer Sign in with Google. C'est direct. Hop, compléter le CAPTCHA. Voilà, donc je me suis déjà connecté. Clique compléter le CAPTCHA. Il nous demande un sous-demande. On va marquer Clank. Voilà, je fais n'importe quoi. C'est juste pour avoir un domaine qui soit toujours le même. Clank01 par exemple. Bien sûr, je détruirai cette adresse juste après, parce qu'il n'y a pas besoin de... vous n'aurez pas accès à cette adresse. Donc, je fais ajouter domaine. Et là, il nous a généré un token. Il nous a récupéré l'adresse IP, que je masquerai, mais il nous a récupéré surtout un token. Voilà, maintenant on a quasi fini. Il suffit d'aller sur Install. Le token, il n'est pas besoin de s'en rappeler, il s'en rappellera à notre place. Voilà. Et un clic sur Linux Cron. Hop, pardon, il faut choisir en bas le domaine qu'on a présélectionné. Voilà, Linux Cron, on choisit le domaine là, celui-là qu'on vient de créer à l'instant, et il nous demande sur notre Linux de faire toutes ces commandes. Donc, comme la dernière fois, on va se connecter au Raspberry Pi. Donc, il suffit de lancer le terminal. On lance ssh admin@vpn.local. Oui, on peut utiliser le nom qu'on y a donné quand on avait créé le serveur, ou on peut utiliser toujours l'IP 192.168.1.254. Là, je vais me connecter avec vpn.local.
Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Est-ce qu'il y a crontab installé? Ok. PSAUX pipe cron. Sbin cron, oui, la crontab est en train de tourner. Crontab, c'est un petit programme qui tourne en permanence, c'est un service, et qui exécute des tâches. Il lance des programmes à heure donnée, et quand ça a fini d'exécuter, ben, voilà, c'est un ordonnanceur, en gros. Voilà, c'est un scheduler. Il demande de vérifier si y a un curl. C'est URL en gros, donc c'est un truc pour télécharger des fichiers, donc vous lancez des sites web. Il nous demande de créer un répertoire dans notre compte OK, qu'à dire DuckDNS, pourquoi pas. D'aller dans le répertoire DuckDNS, OK. Et de créer un fichier qui s'appelle duck.sh. Nano duck.sh. Eux ils le font avec Vim, mais bon, comme vous n'avez pas trop l'habitude, on va le faire avec ça. Et ils nous disent de coller cette ligne. Ok, je veux bien, mais il manque le shebang. Le shebang, c'est quel ça? En gros, quand la cron-table va exécuter le programme, avec quoi le programme va être lancé. Donc en gros, nous, c'est le langage de programmation qui s'appelle bash. On veut que ça soit exécuté avec bash. Donc on met cette ligne donc, tout en haut. Là. Point d'exclamation, /bin/bash. Et on colle cette ligne. Voilà. Et on va l'essayer de suite. CTRL X, Y, entrée. ls-la, puisque le ll ne marche pas. Le fichier n'est pas exécutable. On pourrait l'exécuter en faisant bash, puisque c'est l'outil qui va nous servir d'exécuter. C'est notre langage de développement, c'est le bash, dans ce cas-là. Si on fait ça, ça marche. Mais on veut faire /bash, parce qu'on veut que ce soit un exécutable. Le problème, là, il ne veut pas. Donc, il suffit d'y mettre les droits d'exécution. Par défaut, les fichiers ne sont pas exécutables sous Linux. Par contre, si on fait ça, chmod plus X, ils deviennent exécutables. C'est le X d'exécutable, bien entendu. Hop. Et là, on voit, il est passé vert, car le fichier est dit exécutable. Donc, juste si je fais duck.sh, hop, il nous a créé un fichier log avec un truc dedans. Ok, voilà, ok, c'est bon. Donc chaque fois qu'il va lancer, il va créer ce point log. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un Raspberry Pi. Il faut faire attention à ce qu'on écrit sur le file system. Donc je ne vais pas le faire loguer, moi. Donc je vais enlever le truc du log qui est à la fin de la commande, qui est là, le -O là. Ou on pourrait le faire loguer dans /tmp ou dans varlog aussi, mais comme il faut des droits route, on ne va pas s'embêter. On va faire ça. J'ai juste enlevé la sortie -O vers le fichier, donc le -out, donc j'ai enlevé le -out. Je relance pour voir s'il marche. Je vais le lancer en mode debug pour savoir ce qu'il fait, parce que je vais bien savoir ce qu'il fait. Hop. Bien entendu, c'est un .sh, il suit. Ok, c'est parfait. Vous voyez, ça marche. Ce coup-ci, il affiche à l'écran. Rien de bien gênant. Après, il nous demande certainement de lancer la crontab. Tout à fait, crontab-e, c'est la crontab, le fichier de crontab de l'utilisateur. Il nous demande avec quoi on veut l'éditer. Donc moi, je vais l'éditer avec Nano, même si j'aime pas Nano, on va faire ça. Et là, il nous explique comment marche la crontab. En gros, au début, c'est tout ce qui est temporel, ça veut dire quand va être exécutée la crontab. Là, c'est à 5 h du matin, à 0 minutes, 5 heures. Donc nous, on va mettre celle qui nous indique, celle-là. Ouais, on va copier la ligne complète. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait, bien entendu. En gros, là, le premier, c'est les minutes. Minutes, heures, je crois que c'est semaine, un truc comme ça. Bref. Là, celle qui nous intéresse, c'est les minutes. Donc, étoile /5, c'est toutes les 5 minutes. Si on aurait mis ça, c'était à l'heure 5. C'est-à-dire 1h5, 2h5, 3h5, 4h5, il aurait fait. Alors que là, on veut toutes les 5 minutes.
tu nous exécutes le fichier qui se trouve dans le tilde, c'est notre répertoire qu'on arrive en fait, c'est home admin, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Duck.dns, c'est là où on l'a mis, et duck.sh, c'est le fichier exécutable. Et la redirection, les sorties d'erreur, on les met vers stdout. Stdout, c'est la ligne, quand on fait un affichage, c'est la ligne classique. Le std erreur, donc c'est là où il affiche les erreurs. Donc nous, on envoie les erreurs dans le flux standard. Et l'ensemble, on le redirige, on le détruit. On n'en veut pas, en gros. C'est ce que ça veut dire. Dev nul, c'est la corbeille. Voilà, c'est détruit. Tout ce qu'on envoie là dans dev nul, c'est détruit. CTRL X, yes, entrée. Il dit que la cron tab est installée, ça veut dire que maintenant, toutes les 5 minutes, il va nous exécuter notre programme qu'on vient de créer. Maintenant, on se rend sur PiVPN. C'est un logiciel qui permet d'installer très facilement sur un Raspberry Pi un VPN, un serveur VPN. Je parle bien d'un serveur et pas le client. Donc là, c'est très simple. Voilà. Donc, tout est assisté, vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc, on télécharge le fichier qui se trouve là. Là, ça renvoie un script bash et il est exécuté par bash. Ça veut dire que là, on télécharge un programme et notre programme, c'est du bash. Voilà, on fait ça, CTRL L, voilà. On retourne là-dessus et on colle. Il ne veut pas coller, c'est pas bien grave. Voilà, et là, c'est bon. Je fais entrer. Faudrait plutôt passer en route. Pourquoi il n'y a pas route? Avant de faire ça, je vais passer route. Sudo, su, voilà. Et là, je colle. Parce qu'il faut être route pour pouvoir exécuter ce truc. Donc là, je préfère passer en route. Donc sudo su, on élève les privilèges, on change d'utilisateur, on passe en route. Et le curl permet de lancer ce programme. Et vous allez voir, ça marche très très bien. Il va faire une petite mise à jour, apt update, il met à jour l'OS, il vérifie que ce soit à jour, et il installe les programmes qu'on a besoin pour PiVPN. Vous voyez, tout est automatisé, on n'a rien à faire. C'est vraiment le logiciel. La partie DuckDNS était la plus compliquée. On le laisse faire. Voilà, il explique que ce logiciel permet de transformer votre Raspberry Pi en serveur OpenVPN ou un serveur WireGuard. On continue. Hop, s'il veut bien. Bon, c'est espace. Ok, je pensais que c'était entré pour aller à la suite. Il a besoin d'une IP statique, comme il dit tout à l'heure, comme il nous dit. Il faut donc le mettre, désactiver le DHCP et le mettre dans une IP statique. On l'a déjà configuré la fois dernière, dans la précédente vidéo, et on a mis une IP, nous, dans mon cas, on a mis 192.168.1.254. Donc il a bien une IP statique. Voilà, donc moi je dis que je veux utiliser cette IP-là, parce que c'est OK, c'est le DHCP qui la donne, puisque c'est la façon qu'on configure le PI, mais on sait bien qu'on est hors plage DHCP, donc il n'y aura pas de problème. Donc on répond yes. OK, là il nous dit quel utilisateur local il faut utiliser pour la configuration, donc on n'en a qu'un, on a administrateur, donc on continue. Là il nous demande quel serveur VPN on veut utiliser. De tous les temps, le plus connu, c'est OpenVPN. Mais, depuis, est sorti WireGuard. WireGuard, c'est une grosse mise à jour des serveurs VPN. C'est un nouveau système pour faire du VPN. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus léger. Et pour notre cas, ça nous intéresse, puisque le PI n'est vraiment pas puissant. Donc on va utiliser WireGuard. C'est la dernière technologie des VPN, et c'est ce qui se fait de mieux. Donc on ne va pas chercher à comprendre. WireGuard, on choisit ça. OK. Et vous allez voir qu'il y a un gros avantage à utiliser WireGuard. Il nous a généré un port. 51 820. OK. Pour me rappeler, je vais mettre un port à la con. Voilà, port 7000. De toute façon, ce PI est juste pour l'exemple. Je le détruirai à la fin de la démo. Donc...
Vous mettez le port que vous voulez, c'est qu'il faut juste s'en rappeler. Donc là, le port 7000, ce sera mon port de mon VPN. Ok. Oui, c'est le port VPN, ok. Là, il nous demande, quand on se connectera au VPN, il faudra résoudre pour aller ressortir. En gros, quand vous rentrez chez vous, vous pourrez aller sur Internet en ressortant avec un serveur DNS. Là, comme d'habitude, je vais mettre Cloudflare. Et je fais OK. C'est tabulation, entrée, bien sûr, pour faire OK. Là, il nous dit, on a besoin d'une IP statique externe, donc c'est pas l'IP de notre PI 192, quelque chose que vous avez en local, c'est l'IP de notre box Internet. Et c'est là que vient intervenir le fameux DuckDNS. Ça, c'est notre DNS, c'est notre name externe qui va être utilisé pour le serveur VPN, le client VPN. Quand, avec le client VPN, on va se connecter, il va utiliser cette adresse pour pouvoir trouver notre maison. En gros, pour trouver où on a notre adresse IP réelle qu'on a. Et le PI, lui, toutes les 5 minutes, l'a mis à jour. C'est bon. Il nous demande si c'est bien correct. On fait oui. Il nous dit que les clés de serveur, les clés privées ont été générées. On fait OK. Bon, il nous dit qu'il faut mettre à jour périodiquement le serveur. Je vais vous faire voir de suite comment on fait pour mettre à jour un serveur. OK. Est-ce qu'on veut activer les security patch pour ce serveur? C'est préconisé. On va faire yes. Le serveur se mettra à jour tout seul grâce à ce truc. Voilà, c'est parfait. Et il nous demande est-ce qu'on veut rebooter? Ben oui, on va rebooter pour finir l'installation. Ils aiment bien rebooter, on se croirait sur Windows XP. Le serveur a rebooté, je me reconnecte dessus. Et je passe en route. Pi moins A. Je crois que c'est ça. Oui. Je vais créer un client ou N clients, vous pouvez créer autant de clients que vous voulez. Là, je vais créer un client. Un client, c'est donc une configuration avec une clé qui va bien pour que, par exemple, votre téléphone puisse se connecter à votre serveur que vous venez de créer. Donc, vous faites pivpn-a, on a créé un client. Le nom du client, bon, je vais l'appeler, voilà, imaginons que c'est mon téléphone, voilà, parfait. Et OK. Et là, il nous a généré la conf, tout est paré. Il nous précise que si on tape pivpn-qr, il va nous générer un QR code. Et qu'avec ce QR code, il suffira de le scanner pour créer la configuration. Pour cela, pensez à installer le client WireGuard. Voilà. Vous allez sur votre Play Store et vous téléchargez le client WireGuard. Et c'est avec le client qu'il faudra prendre en photo ce QR code. Donc, le QR code, donc, je vous fais voir de suite. Il nous demande quel QR code vous voulez montrer, parce qu'il peut y avoir plusieurs clients qui puissent se connecter. Bon, là, j'en ai qu'un, je vais le créer. Et là, il y a un beau QR code dans le terminal. Il suffit de le scanner donc, avec l'application WireGuard sur le téléphone. Et notre client, notre WireGuard du téléphone, pourra se connecter au Raspberry Pi. Mais quasi se connecter, puisque, rappelez-vous, on a créé le port 7000. Le problème, c'est que on a je vais me connecter sur ma box Internet. Le problème de la box Internet, c'est que il y a un firewall dessus. Et surtout, elle a accès, ok, on a accès à une IP, mais le problème, comment savoir quel serveur répond sur notre réseau local? Et elle ne peut pas deviner. On a bien créé notre port 7000, quelqu'un va arriver de l'extérieur, le port 7000, déjà, il va être bloqué parce que le firewall va l'interdire, le firewall de la box, mais en plus, il ne peut pas deviner que c'est 192.168.1.254 qui va répondre à ce port. Pour cela, il faut se connecter sur la box. L'exemple est donné pour la box de chez SFR. Chez Orange, Free ou
Bouygues par exemple, il faudra bien sûr aller chercher sur votre box et gratter où c'est. Donc là, pour moi, c'est sécurité. Et c'est le deuxième onglet, accès. Et là, on a un truc qui s'appelle redirection de port. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc je vais créer une règle. Le service, je vais l'appeler mon VPN. Adresse IP du serveur qu'on doit joindre, 192.168.1.254. Et quel port? Là, on en a qu'un. On va laisser. Port externe, c'est le 7000. Et on pourrait même changer le port interne. Mais là, on va le changer. On aurait pu laisser donc le port par défaut qui avait 50 000 et quelque chose, mais comme je ne me rappelle jamais. Et là, bien entendu, il suffit de faire activer cette règle et créer la règle. Donc là, j'ai bien redirigé un truc qui s'appelle mon VPN. Dès que quelqu'un va se pointer avec le port 7000, il saura qu'il faut attraper toutes les données qui arrivent sur ce port et le rediriger sur ce serveur qui est là. Et là, on a gagné. On peut se connecter avec notre téléphone à notre VPN. Bien entendu, pour tester, il faudra se désactiver du Wi-Fi, parce qu'on ne pourra pas se connecter à nous-mêmes, ça ne marcherait pas. Donc il suffit de passer en 4G pour tester si ça marche bien. Donc vous lancez WireGuard, et vous verrez qu'il suffit de cliquer sur le client qui est apparu grâce au QR code, et on peut se connecter directement à notre domicile en passant par un VPN. Et un VPN qui est sécure puisqu'on arrive chez nous et pas chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui pourrait nous aspirer nos données et on ne sait pas ce qu'ils en font. Donc là, c'est le gros avantage, et si vous voulez aller sur votre site de votre banque ou autre, c'est idéal. Donc j'espère que cette vidéo sur comment créer un VPN sur un Raspberry Pi vous a plu. Dans la prochaine vidéo, toujours sur le Raspberry Pi, je vous ferai voir comment créer un serveur DNS. Donc je vous expliquerai rapidement comment ça marche. Comment créer le serveur DNS, et un serveur DNS qui a la particularité d'avoir un filtrage anti-publicité. Et en bonus, on pourra, en suivant le client qui se connecte dessus, donc chez nous, on pourra par exemple filtrer certains sites qu'on ne veut pas que ce client aille dessus. Par exemple les sites pour adultes.